Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts. S'effacent devant les dames. Aident les aveugles à traverser la rue. Jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Le lieutenant, il y a une dame qui veut vous voir à propos de l'écrasé du bois de Lakewood. Le lieutenant de police Brian Imbert, qui vient de prendre son service ce 2 juin 1976 dans son bureau de Nashville, dans le Tennessee, lève un sourcil interrogateur en direction de l'agent Taylor. Un témoin? Ah ça je ne sais pas, lieutenant, la dame m'a seulement dit « Bon, faites patienter ». L'agent Taylor a l'air embarrassé. Il considère le lieutenant sans se décider à ouvrir la bouche. Il a toujours été intimidé par son supérieur et il faut dire qu'il y a de quoi. Le lieutenant Brian Imbert n'a pas encore la trentaine et avec ses cheveux blonds bouclés, il a gardé quelque chose d'un peu enfantin, mais ce n'est qu'une apparence. Il possède une forte autorité qui, par moments, n'est pas exempte de dureté. Le lieutenant Imbert, qui s'était replongé dans ses dossiers, redresse vivement la tête. « Enfin, qu'est-ce que vous faites, Taylor? Vous êtes sourd ou quoi ?» L'agent Taylor s'éclaircit la gorge. « C'est que, lieutenant, la dame en question, c'est madame Serena Hamilton. » « Hamilton? Vous ne voulez pas dire Hamilton des supermarchés Hamilton? » « Ah si, justement, elle m'a précisé, dites bien à votre chef que je suis madame Hamilton des supermarchés Hamilton. » Le lieutenant Imbert se met à rugir. « Et vous ne me le disiez pas tout de suite, espèce d'imbécile? Vous laissez poireauter une madame Hamilton comme une vulgaire madame Smith? Allez la chercher tout de suite. » Tandis que l'agent s'exécute, Brian Imbert se remémore rapidement l'affaire du bois de Lakewood. Le drame s'est produit il y a 10 jours, le 23 mai, un dimanche, dans le bois qui sert de promenade aux habitants de Nashville. La victime, Gilbert Price, un médecin de 35 ans, faisait son jogging en survêtement. C'est alors qu'une Pontiac noire a surgi à vive allure. Le conducteur ayant perdu pour une raison inconnue le contrôle de son véhicule, a fauché le malheureux et a disparu. L'unique témoignage dont on dispose jusqu'à présent, c'est celui d'un automobiliste, mais il est malheureusement très vague. Les recherches pour découvrir une Pontiac noire accidentée dans l'État du Tennessee et le reste des États-Unis n'ont pour l'instant rien donné. Le jeune lieutenant se lève avec empressement à l'arrivée de Mme Hamilton. « Il ne fallait pas vous déplacer, chère madame, il vous suffisait de m'appeler, je me serais rendu à votre domicile. » Serena Hamilton ne répond pas tout de suite. Elle s'assied dans un fauteuil sans y avoir été invitée et croise les jambes. Le lieutenant Imbert ne l'avait vue jusqu'à présent qu'en photographie, dans les échos de la presse locale, mais l'original est beaucoup mieux que la reproduction. Serena Hamilton est ce qu'il est convenu d'appeler une créature superbe, blonde aux yeux bleus, plutôt grande, admirablement faite. Toujours par les journaux, le lieutenant connaît quelques bribes de sa biographie. Elle était mannequin de mode lorsque Greg Hamilton l'a épousée. Ce devait être sa 3e ou sa 4e femme. Mais depuis, malgré leur différence d'âge, il doit avoir 60 ans et elle n'en a pas encore 30, c'est un des couples les plus en vue de tout Nashville. Vous vouliez me parler de cet accident du bois de Lakewood, Madame Hamilton? Serena Hamilton envoie au policier un regard aigu. Ce n'est pas un accident, lieutenant. C'est un meurtre. Brian Imbert sursaute. Un meurtre? Vous en êtes sûr? Vous l'avez vu? Je n'ai rien vu du tout, mais je connais le meurtrier. Et qui est-ce? Mon mari. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai préféré venir vous voir. Ici, il n'y a pas de danger qu'il puisse nous entendre. Devant les yeux du lieutenant Imbert, le décor se met à danser quelque peu. Voyons, Greg Hamilton doit peser 50 millions de dollars ou quelque chose comme cela. Et son épouse légitime, Serena Hamilton, est en train de l'accuser de meurtre. Le lieutenant essaie de revenir à une vision plus raisonnable des choses, mais il a le désagréable pressentiment qu'elles vont au contraire s'aggraver. Enfin, madame, pourquoi votre mari aurait-il assassiné ce paisible médecin qui faisait son jogging dominical? La réponse est immédiate, prononcée sur un ton tranchant. Mais tout simplement parce que le docteur Gilbert Price était mon amant. C'est de cette manière que débute une des enquêtes criminelles les plus étonnantes de ces dernières années. Le lieutenant Brian Imbert considère sa visiteuse d'un air effaré. Greg Hamilton, un assassin. Non, ce n'est pas possible.
Jusqu'à ce jour, il était sûr de réussir dans la police. Ses collègues et même ses supérieurs lui prédisaient un brillant avenir. Et voilà qu'il hérite d'une affaire qui briserait la carrière du policier le plus chevronné. Mais soudain, le visage du policier s'éclaire. Il vient d'avoir une idée, ou plutôt une vision. Attendez, l'accident, enfin les faits, se sont produits le dimanche 23 mai. Or, je suis sûr d'avoir vu le lendemain une photo de votre mari dans le journal, le dimanche. Il était à Atlanta. Il donnait une réception pour l'inauguration d'un supermarché. Il ne pouvait être au même moment à Nashville, à 150 000 de l'âge. Je suis désolé, mais vous faites erreur, Madame Hamilton. Serena Hamilton a un sourire de commisération. C'est justement une preuve supplémentaire, lieutenant. Bien sûr que Greg était à Atlanta au moment du meurtre. Il a même convoqué le banc et l'arrière-banc des journalistes pour se montrer sur toutes les coutures, chose qu'il n'avait jamais faite pour l'inauguration. Pauvre Greg. C'est son côté homme d'affaires organisé. Il commet un meurtre, donc il lui faut un alibi. Et comme toujours, il voit grand. Quand on est Greg Hamilton, on ne fait pas les choses à moitié. Le lieutenant Brian Imbert regarde la femme superbe qui est en face de lui et qui est malheureusement la messagère des pires soucis. L'espoir qu'il avait eu un instant plus tôt se dissipe à mesure qu'elle continue de parler. Enfin, lieutenant, est-ce que vous voyez sérieusement un Greg Hamilton comme étant lui-même un meurtre? C'est aussi ridicule que de l'imaginer installé derrière un tiroir-caisse rendant la monnaie au client. Quand Greg veut quelque chose, il paie tout simplement. Le conducteur de la Pontiac noire, ce n'était pas lui, mais un professionnel, un tueur à gages, si vous préférez. Le lieutenant Imbert pousse un soupir et il n'y a plus moyen d'empêcher l'inévitable. Bon, je vois. Je vais faire une enquête. Et je ferai les choses aussi discrètement que possible. Madame Hamilton remercie d'un signe de tête, se lève vivement et disparaît. Et effectivement, Brian Imbert fait une enquête discrète, très discrète même, confidentielle. Quelques vagues coups de fil donnés ici ou là, quelques avis de recherche sans citer de nom et sans parler de meurtre, c'est à peu près tout. Le mois de juin tout entier s'écoule à ce semblant d'investigation sans apporter évidemment quelque résultat que ce soit. Et le lieutenant en est somme toute satisfait. Il a évité le traquenard. Oh bien sûr, c'était peut-être un meurtre. C'était même sans doute un meurtre, mais des crimes impunis, il y en a des centaines par an aux États-Unis. Et puis ce n'est pas la première fois ni la dernière qu'un policier ferme les yeux en face d'une affaire un peu trop délicate. Pourtant, contrairement à ce qu'il pense, le lieutenant Imbert n'est pas du tout au bout de ses soucis. Il a oublié un peu vite un des éléments du problème, Serena Hamilton. Serena Hamilton qui vient se rappeler à son bon souvenir, un mois après sa première visite, le 1er juillet. Elle fait irruption dans son bureau sans être annoncée, semblable à elle-même, c'est-à-dire superbe et tranchante. « Alors, lieutenant, où en êtes-vous » Le lieutenant Imbert se compose une contenance. Ah, au point mort, malheureusement. Vous voulez dire que vous n'avez aucune piste? Le cas est difficile. Il y a très peu d'éléments, et dans ces conditions... Serena Hamilton se met à s'agiter. Très peu d'éléments? Qu'est-ce que cela veut dire? Très peu d'éléments, hein? C'est très précis, au contraire. Un tueur, cela se retrouve. Ils sont fichés, ces gens-là. Ils appartiennent à la mafia ou quelque chose comme ça. Il y a des listes à la police, ici, au FBI, à Nashville. Et nous les avons consultés. Madame Hamilton s'anime de plus en plus. C'est faux. Je suis sûr que vous n'avez rien fait. Et vous n'avez rien fait parce que vous avez peur. Le policier essaie de placer un mot, mais Madame Hamilton ne lui laisse pas le temps. Vous avez peur de Greg, bien sûr. Eh oui, il fait peur à tout le monde. Vous êtes comme tous les autres. Vous ne voyez pas mieux que les autres. Mais rassurez-vous, j'avais prévu le cas. Puisque vous n'avez pas voulu agir de vous-même, vous allez agir contraint et forcé. Malgré la personnalité de sa visiteuse, le lieutenant Imbert a une réaction de colère. Personne n'a le droit de lui parler sur ce ton, pas même une Madame Hamilton. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des menaces? Comme lors de sa première visite, Serena Hamilton a une moue de commisération, pauvre lieutenant Imbert. S'il imaginait un chantage aux relations ou quelque chose de ce genre, il va tomber de haut. J'ai un moyen imparable pour que vous inquiétez sur mon mari, lieutenant. J'ai mis 1 mois à le mettre au point. Oh, c'est très simple. Greg est d'une jalousie féroce, maladive. Et c'est bien lui qui a tué Gilbert Price, mon amant. Et pour vous le prouver, je vais prendre un second amant. Ce que vous dites. Vous avez parfaitement entendu.
Je vais prendre un second amant. Si mon mari le tue lui aussi, vous serez obligé d'admettre qu'il est l'auteur non seulement de ce meurtre, mais également du précédent. D'accord. Mais c'est complètement fou. Non, c'est logique. Et c'est la seule solution qui me reste. Voyez-vous, j'aimais profondément Gilbert, et Greg doit payer son assassinat. Voilà, lieutenant. Ah, mon futur amant s'appelle Errol Moore. C'est notre décorateur, un charmant garçon. Cela fait des années qu'il me tourne autour, et je l'ai toujours envoyé promener. Alors il suffira que je dise oui pour que cela se fasse. Ensuite, je n'aurai qu'à laisser traîner une preuve de notre liaison à l'attention de Greg. Je compte le faire, voyons, à la mi-juillet. Oui, c'est cela. À la mi-juillet. Errol Moore sera en danger de mort dans 15 jours, lieutenant. Mais vous n'avez pas le droit. Ah, pas le droit de quoi? De prendre un amant? C'est contraire à la morale, je vous l'accorde, mais pas à la loi. Je vous ai tout dit, lieutenant. Le gentil décorateur servira d'appât. Faites-le surveiller. Et vous prendra le tueur la main dans le sac. Sinon, vous aurez sa mort sur la conscience. Et je raconterai tout, absolument tout, aux journalistes. Et Serena Hamilton disparut une nouvelle fois, sans dire au revoir. Les assassins sont parmi nous. Un podcast européen. 14 juillet 1976. Le lieutenant Brian Imbert de la police de Nashville, Tennessee, est aux prises avec une affaire absolument folle qui a 9 chances sur 10 de ruiner sa carrière. Serena Hamilton, épouse du richissime dirigeant des supermarchés Hamilton, est persuadée que son mari a tué son amant, Gilbert Price. Le lieutenant, refusant de se lancer dans cette enquête périlleuse, elle a pris alors un second amant et s'est arrangée pour que son mari découvre leur liaison. Ce 14 juillet 1976 donc, cela fait à peu près 15 jours qu'Errol Moore, sur lequel Serena a jeté son dévolu, est sans le savoir en danger de mort. Bien entendu, le lieutenant Imbert n'a pas eu d'autre solution que de le protéger de loin. Au bout d'un peu plus de 2 semaines de surveillance, il connaît à peu près toute la vie assez régulière d'Errol Moore. Étant décorateur, il se rend à domicile chez ses clients et y passe ses journées. Il y va en voiture. D'une manière générale, il semble assez difficile de le tuer en imitant un accident, sauf à un moment. Tous les dimanches, en effet, Errol Moore va seul à la pêche. Et pas n'importe où, au bord du lac Kentucky, à une 50aine de kilomètres de Nashville. L'endroit où il pose ses cannes doit être particulièrement poissonneux car il n'en change jamais. Il s'agit d'un promontoire rocheux qui domine le lac de plusieurs mètres. En dessous, il y a d'autres rochers assez acérés. Lorsqu'Errol Moore est absorbé dans sa pêche, il suffirait en effet d'une légère poussée pour qu'il soit tué sur le coup. Il fait beau ce 14 juillet 1976. Il n'est encore que 6 heures du matin, mais la journée s'annonce splendide. Arrêté dans un bosquet à bord de sa voiture banalisée, le lieutenant Imbert observe de loin le pêcheur. Il a le dos tourné et fixe sa canne immobile. À cette heure matinale, l'endroit est absolument désert. Si Mme Hamilton n'est pas une mythomane, et si le tueur existe bien, c'est maintenant qu'il devrait agir. Derrière lui, le lieutenant Imbert perçoit un bruit discret. Une voiture s'arrête un peu plus loin sur la route, et ce qui est étonnant, on n'entend pas de moteur. Le conducteur a dû couper le contact. Le lieutenant se retourne. Un homme de corpulence assez forte est en train de sortir d'une Pontiac noire. Pour la suite n'est que de la routine. Il suffit de suivre l'homme et de l'arrêter au dernier moment. L'individu, un certain Bug Chapman, recherché pour assassinat, ne fait aucune difficulté pour passer aux aveux. Il reconnaît que c'est lui qui a assassiné Gilbert Price, tandis qu'il faisait son jogging un dimanche de mai. Pour cela, M. Hamilton lui avait versé 10 000 $, de même qu'il a touché 10 000 autres dollars pour le meurtre d'Errol Moore. L'arrestation de Greg Hamilton a eu lieu 1 heure plus tard. Elle était un peu plus mouvementée en raison de la personnalité de l'accusé. Greg Hamilton a tenté de le prendre de haut.
Mais Brian Imbert l'a vite remis en place. L'intimidation avec moi, ça ne marche pas, M. Milton. Jamais je ne me suis laissé impressionner par la personnalité de l'assassin. Pour moi, ils ne sont rien d'autre que des assassins, vous voyez. Serena Hamilton, qui était présente, a regardé le policier avec un rien d'ironie. Mais elle n'a fait aucun commentaire. Vous venez d'écouter Les assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il y a quelques jours, je vous racontais comment une petite ville autrichienne avait failli, par son silence, couvrir un crime odieux. Aujourd'hui, dans ce dossier que nous a préparé Jacques-Antoine, le personnage principal n'est pas la population d'une ville, mais un clan de travailleurs étrangers, et si l'obstacle sur lequel vont buter les enquêteurs est encore le silence, il s'agit cette fois d'un silence obstiné jusqu'à la folie. C'est réellement un dossier extraordinaire. Cette affaire a éclaté très récemment, en 1974, le 7 février, à 7 heures du matin, mais ne voyez dans le fait qu'elle se situe encore en Autriche qu'une pure coïncidence. Donc, à 7 heures du matin, le 7 février 1974, l'ouvrier yougoslave Stepan Lozer, un petit homme brun d'apparence assez chétive, mais au visage fin, régulier et aux cheveux longs, se rend à la police de Schäfstadt, une petite ville à 56 km au sud-est de Vienne. Dans une langue plus ou moins compréhensible, il explique aux gendarmes que sa femme, ayant quitté l'usine de la brasserie Dreher, où ils travaillent tous les deux, la veille au soir vers 10 heures, elle n'est pas rentrée, et il craint qu'elle se soit noyée. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle a pu se noyer ? Demandent les policiers. Péniblement, Stéphane essaye de s'expliquer. Il est assis sur le rebord de sa chaise, penché en avant. Il fait manifestement un effort pour rester calme et s'exprimer clairement. Il a 24 ans, il est vêtu d'un blue jean, d'un pull-over à col roulé et d'un blouson doublé d'une peau de mouton. Les policiers observent qu'il est très propre, apparemment intelligent, mais son regard paraît fuyant. Nous travaillons tous les deux, explique-t-il, comme ouvrier auxiliaire dans une brasserie qui est située à 10 minutes de chez nous à pied. Mais nous travaillons l'un et l'autre dans des équipes différentes. En ce moment, ma femme travaille de jour et moi de nuit. Elle a quitté l'usine à 10 heures hier soir, peu après que j'y sois entré. Ce matin, quand je suis rentré à la maison vers 6 heures, la maison était fermée et Vera n'était pas dedans. En venant de l'usine, en passant près du ruisseau, j'ai trouvé un sac en plastique avec des objets et un porte-monnaie qui appartiennent à Vera. Alors voilà, je crains qu'il soit arrivé un accident à Vera. Tous les policiers du monde posent en de semblables circonstances les mêmes questions d'un ton particulièrement neutre pour dissimuler leur scepticisme. Il y avait de l'argent dans ce porte-monnaie quand vous l'avez retrouvé ? Oui, un peu. À peu près la même somme que la veille. Vous avez cherché dans votre maison ? Évidemment. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule pièce. Quel âge a votre femme ? 23 ans. Vous avez une photo ? J'en ai pas sur moi, mais sur ses papiers à la maison. Il y a sa photo d'identité. Rien d'autre qu'une photo d'identité ? Non. Vous êtes marié depuis combien de temps ? Depuis 3 ans. Comme il est assez rare qu'un couple de Yougoslaves émigrés mariés depuis 3 ans n'ait aucune photo, ne serait-ce que la traditionnelle photo de mariage, le policier demande machinalement « Comment se fait-il que vous n'ayez pas d'autres photos ?»
Parce qu'on me les vole, répond le jeune homme. Voici enfin une phrase, un détail qui tranche sur la banalité de la déclaration. Cette fois, les policiers regardent Stepan avec un peu plus d'attention. On vous les vole? Mais qui? Le jeune Yougoslave hausse les épaules. Les hommes. Ah. Et pourquoi? Parce que ma femme est très belle. Particulièrement belle. Inutile de dire, chers amis, que les policiers regardent plus attentivement encore le jeune Yougoslave. Exagère-t-il? Est-il aveuglé par l'amour? De toute façon, ce dernier détail décide les policiers. Ils se lèvent, et le sergent, fourrant dans sa poche sa pipe et sa blague à tabac, déclare « Allez, allons-y. Montrez-nous le chemin, on vous suit. » Les voilà bientôt sur un chemin carrossable, mais parsemé de cailloux et de flaques d'eau, où les trois policiers et le jeune Yougoslave trébuchent et pataugent dans le jour blafard. Ce chemin, qui mesure environ 3 mètres de large, suit une rivière sur environ 400 mètres jusqu'au logis de Stepan Lozère et de sa femme. Le ruisseau, qui donne son nom à la ville, est un affluent du Danube. Il s'appelle le Schwebschat. Durant 400 mètres, il accomplit 2 ou 3 boucles. Il a 4 mètres de largeur, sa profondeur oscille entre 40 et 70 cm et le courant y est environ de 60 cm par seconde. Nous devons ces détails au docteur Heinrich Tegel, Oberpolizeirat de Vienne, qui a rédigé le rapport avec une méticulosité toute germanique. Ce chemin lugubre et solitaire n'est pas éclairé la nuit. Il n'est d'ailleurs fréquenté que par la quinzaine d'ouvriers yougoslaves qui habitent dans les maisons qui bordent l'une des rives et toutes à portée de voix les unes des autres. Sur la rive opposée, rien que des champs en friche. Lozère s'arrête brusquement et montre du doigt des plantes aquatiques. C'est là, accroché dans ces plantes, qu'il a trouvé le sac en plastique. Un peu plus loin, le sergent, qui marchait en avant, étend les bras en travers du chemin pour arrêter les autres. À ses pieds, une flaque, dans laquelle on distingue des reflets rosâtres. Le sergent échange un regard avec les autres policiers et regarde le jeune Yougoslave qui pâlit mais ne dit rien. Il a compris. Des gouttes de sang diluées par la pluie. D'ailleurs, on distingue à proximité une traînée dans le sol boueux, comme si l'on avait tiré un corps. Un peu plus loin, les policiers mettent la main sur une chaussure de femme, puis sur l'autre. Il s'agit des chaussures de Vera. Enfin, des empreintes de bottes en caoutchouc assez nettes et profondes pour qu'on puisse en effectuer le moulage. Le sergent, convaincu cette fois qu'un meurtre a été commis, fait venir un chien policier pour tenter de reconstituer le chemin du meurtrier et retrouver le corps de la victime. La trace du meurtrier tourne court. Par contre, vers midi, 800 mètres plus bas, on trouve le cadavre de Vera près d'un pont où il est resté sur le ventre, dans l'eau basse. Sans chaussures, bien entendu. Il porte tous ses vêtements et sous-vêtements et n'a pas été violé. Le front porte une grande plaie, et l'os frontal est brisé ainsi qu'un os de la face. Vera a subi des coups violents à l'aide d'un objet très dur. Comme elle a dû élever le bras gauche dans un geste de défense, celui-ci ainsi que la main gauche sont atteints de plusieurs fractures. Pendant l'identification du cadavre qui a lieu là, en plein vent, le malheureux Stepan s'effondre en pleurs. Il entoure la civière de ses bras et lorsque la porte de l'ambulance se referme, il s'évanouit. Oh, bien sûr, il a suffi des quelques mots échangés auparavant entre le sergent et le jeune Stepan pour que les soupçons se tournent vers la petite communauté de Yougoslaves qui vit dans les maisons éparpillées au bord de la rivière. En effet, Stepan et sa femme, Vera, n'avaient de relation qu'avec une douzaine de couples, des compatriotes, qui tous vivent là en vase clos, ne se mêlant pas à la population autrichienne, un peu comme dans un ghetto, et dont les réactions instinctives et sentimentales restent confinées dans ce cercle restreint. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux parlent à peine l'autrichien. Stepan, le mari de Vera, seul ou à peu près parle l'autrichien, mais il est maintenant hospitalisé pour une dépression nerveuse. Le sergent doit faire appel à un interprète,
pour enquêter auprès des Yougoslaves. Auparavant, Stepan lui a montré la photo d'identité de Vera. Oh, Dieu sait que les photos d'identité ne sont pas flatteuses, mais même cette horrible photomaton n'a pu masquer l'extraordinaire beauté de la victime. Ce détail est très important, car il éclaire d'un jour précis ce que l'on entrevoit de la vie secrète de cette communauté si farouche qu'elle va dresser un mur de silence devant les policiers. Le sergent va d'abord de maison en maison, et l'évidence s'impose. Il compare mentalement chaque nouvelle femme avec la beauté de la jeune victime. Pour ces femmes sans grâce, Vera devait constituer un redoutable problème. Il n'est qu'à voir le front de celle-ci se plisser à l'évocation de la jeune femme, l'énorme poitrine de celle-là se soulever pour un soupir de soulagement en apprenant sa mort, les lèvres minces d'une autre s'essayer au dédain, des yeux vagues lancer une lueur de haine, une bouche édentée grimacer un sourire pour comprendre que toutes ces femmes détestaient Vera dans la proportion inverse où celle-ci plaisait à leur mari. Car Vera plaisait à leur mari. Les maris ont beau prendre un air détaché pour les uns, surpris pour les autres, comme s'ils n'avaient jamais fait attention au charme de la jeune femme, certains plus hypocrites que les autres sans doute prétendent même « Ah, je n'aimais pas son genre » ou bien « Oh, la beauté des femmes ne m'atteint pas » ou encore « Ça aurait pu être ma fille ». En réalité, Vera plaisait à tous ces hommes. Eh bien, qu'il n'y eut absolument rien à lui reprocher, du moins à première vue, Vera avait été la cause de bien des disputes dans ces ménages. Tout cela se sent, mais n'est jamais dit. Car il est impossible de pénétrer plus avant dans ce petit groupe. Le sergent a l'impression d'avoir affaire à une coquille d'huître que le couteau a surpris trop tard. Vous savez, quand vous ouvrez une huître avec un couteau, si vous la saisissez alors qu'elle est encore entrouverte et que vous y introduisez la lame immédiatement, vous l'ouvrirez sans effort. Mais si vous avez attendu qu'elle se referme complètement, alors il va vous falloir chercher avec la pointe du couteau l'endroit névralgique, le défaut de la cuirasse. C'est ce que fait le sergent pendant plusieurs jours, mais en vain. Ah, sans doute s'en est-il fallu d'une demi-journée, peut-être même de 2 ou 3 heures. S'il avait commencé son enquête avant que tous ces couples plus ou moins séparés par les vacations de l'usine aient eu le temps de se retrouver, de se concerter, il aurait connu la vérité. Maintenant, il ne connaît plus que le silence. La jalousie des femmes, elle est latente. Mais il ne découvre dans les agissements de la malheureuse jeune femme rien qui ait pu fournir un motif réel pouvant servir de point de départ à une piste. Le désir de ces hommes, il est évident, mais aucun d'eux ne paraît avoir dépassé le stade du désir. Personne ne peut donc être complètement écarté, mais personne non plus ne peut être considéré comme suspect. D'ailleurs, ils ont tous des alibis qu'ils se fournissent entre eux. La plupart du temps, la femme affirme que son mari a passé la nuit avec elle de 10h du soir à 7h du matin. Tel couple affirme avoir passé la soirée chez tel autre. 2 hommes affirment avoir joué aux échecs. Les positions restent inébranlables. Les alibis se perfectionnent, s'ornent de multiples détails. L'enquête piétine. Stepan se déclare incapable de fournir aucune indication. Bien sûr, on pourrait penser qu'après tout, le criminel peut se trouver en dehors du camp des Yougoslaves. Mais cette supposition ne résiste pas à l'examen, puisque le meurtre n'a comme motif ni le vol ni le viol. Il ne reste que la jalousie ou la vengeance. Comme Vera et son mari ne fréquentaient que le clan des Yougoslaves, c'est là seulement que l'on peut trouver un motif de jalousie ou de vengeance. C'est alors que le docteur Heinrich Tegel, chef de la police de Vienne, décide de percer ce mur de silence. Mais vous allez voir, chers amis, que pour ouvrir cette brèche, il va falloir des efforts incroyables. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous disais donc, chers amis, que l'enquête piétinant, le docteur Heinrich Tegel décide de percer le mur de silence que le petit clan des Yougoslaves de Schäfstatt en Autriche a levé devant les policiers qui enquêtent sur la mort de la belle, très belle, trop belle,
Vera Lozère. Dans ce genre d'affaires, quand les hommes se taisent, il faut faire parler les choses et les objets. Puisque le cadavre porte de terribles blessures au crâne, il a dû saigner abondamment. Comme le meurtrier l'a transporté le long du ruisseau, il a dû se tacher de sang. Le chef de la police fait donc examiner les vêtements des hommes du clan. On ne trouve qu'une tache de sang, grosse comme une tête d'épingle, sur le pullover d'un certain Jury. Et encore, cette minuscule tache est-elle desséchée et impropre à toute analyse. Difficile de tirer une conclusion quelconque d'un détail aussi minuscule. N'importe qui peut avoir une tache comme ça sur ses vêtements. Évidemment, le chef de la police ne néglige pas de soupçonner le propre mari de la victime, le jeune Stéphane, qui pourrait tout aussi bien avoir commis le crime dans une crise de jalousie. Il parvient à le faire interroger dans la clinique où il a été admis. « Pourriez-vous me donner votre emploi du temps entre 6 heures, moment où vous êtes arrivé à votre maison, et 7h15, heure à laquelle vous êtes venu prévenir la police ?»« Oui. » « Lorsque j'ai trouvé la porte close, je suis retourné à l'usine en pensant que ma femme y était revenue, ou dans l'espoir qu'elle ait laissé un message pour moi. Et après, comme elle n'y était pas, je suis allé chez une amie de Vera qui n'était pas chez elle non plus. Mais quand avez-vous donc trouvé le sac en plastique ? C'est en retournant chez moi. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé les chaussures, ni les traces de sang, ni les traînées sur le sol? Parce que, si je comprends bien, vous êtes passé 4 fois au même endroit. Il faisait très sombre, vous savez. Le jour n'était pas encore levé. Non seulement le chef de la police n'est pas convaincu, mais il va l'être encore moins lorsqu'il apprendra que l'amie de Vera, chez laquelle le jeune Yougoslave Stepan prétend s'être rendu, était bien chez elle à cette heure-là. Explication de Stepan. Je n'ai pas vu de lumière à sa fenêtre. Si ma femme avait passé la nuit chez elle, elle aurait été déjà levée pour venir m'accueillir à la maison comme elle le faisait tous les jours. Alors, j'ai pas frappé à la porte, pensant qu'il y avait personne. Mais dans ces conditions, Stepan aurait pu quitter l'usine pendant 10 à 20 minutes sans qu'on s'en aperçoive, accomplir son crime et revenir. Certes, on imagine mal qu'un homme aussi chétif ait pu traîner ou porter un cadavre de femme sur ce chemin, mais la colère pourrait avoir décuplé ses forces. On en est là des suppositions lorsque les policiers trouvent dans le lit du ruisseau un câble en acier, une barre de fer et une hache. 3 objets qui auraient pu servir d'armes aux criminels. Hélas, l'eau courante a effacé toute trace de sang. Une armée de policiers visite tous les commerçants, les cinémas, les restaurants, les cafés fréquentés par le clan des Yougoslaves. On montre des photos de la victime à tous ceux qui, de près ou de loin, auraient pu la connaître. Le chiffre des personnes ainsi interrogées est précis, 240. 240 interrogatoires qui ne donnent aucun résultat. On publie dans la presse locale, puis dans la presse nationale, dans le journal en langue yougoslave, des articles, des photos. Rien. Rien. Le silence. C'est finalement une infirmière d'un hôpital qui va permettre à la police de percer un minuscule trou dans le mur du silence. Elle vient déclarer qu'il y a environ 3 mois, un dénommé Jury a été hospitalisé pour avoir eu un bras démis au cours d'une lutte qu'il avait opposée à l'un de ses compatriotes. C'est tout ce qu'elle sait, mais je n'ai pas besoin de vous dire que pour le chef de la police de Vienne, le renseignement est providentiel. Jury, interrogé, ne nie pas s'être battu avec un de ses compatriotes, mais refuse de fournir le nom de celui-ci. Pourquoi ? Pourquoi, pense le chef de la police, sinon parce que le nom de son adversaire pourrait mettre les policiers sur la voie. Alors réfléchissons, chers amis. Jouons un peu aux 5 dernières minutes. Vous avez les données d'une partie du problème. Vous devez deviner dans ces conditions, comme va le faire le chef de la police de Vienne, qui pouvait être cet adversaire qui, lors d'une bagarre, aurait démis le bras du Yougoslave Jury.
Je pense que vous l'avez déjà dit. Cet adversaire ne peut être que le jeune Stepan, le mari de Vera. Celui-ci, interrogé, finit par admettre qu'il y a 3 mois, en effet, ayant appris par sa femme que Jury avait fait à celle-ci des propositions malhonnêtes, que Vera, paraît-il, n'avait pas accepté, Stepan en avait demandé raison à Jury. Une bagarre s'en était suivie, au cours de laquelle le jeune homme chétif, fou de colère, avait bel et bien réussi à déboîter le bras de son adversaire 2 fois plus fort que lui. Depuis, inutile de le dire, les 2 ménages étaient brouillés et s'efforçaient de ne plus croiser leur chemin. Alors cela donne à la police 2 coupables possibles. Jury, qui pourrait avoir tué Vera par dépit et vengeance, et Stepan, qui pourrait avoir tué sa femme par jalousie au cas où, bien qu'il prétende le contraire, la conduite de celle-ci n'eût pas été irréprochable. Or, non seulement Jury prétend que depuis 3 mois, cette rixe est devenue une vieille affaire qu'il s'efforce d'oublier, mais sa femme lui fournit un alibi et reste inébranlable dans son témoignage. Ce jour-là, elle a travaillé dans la même équipe que Vera, elle a quitté l'usine en même temps qu'elle. En rentrant chez elle après 22 heures, elle a trouvé son mari au lit où il est resté jusqu'à 7 heures du matin. Elle n'en démord pas. De son côté, Stepan refuse d'admettre une quelconque inconduite de sa femme qui ait pu entraîner chez lui une jalousie mortelle. Ah, évidemment, le chef de la police est convaincu que tout le monde, ou presque dans le clan des Yougoslaves, sait quelque chose et qui est le coupable. Pas un instant, ces gens qui se fréquentent journellement, dont certains sont originaires du même village, peuvent ignorer une vérité aussi grave, l'assassinat d'un des leurs par l'un des leurs. Mais ils se taisent. Ils se taisent parce qu'ils craignent un acte de vengeance. Ils se taisent par respect d'une solidarité mal comprise, parce qu'ils ont le sentiment que pour faire justice, une vraie justice, il faut éviter l'intervention d'une police étrangère, parce que les comptes se règlent entre compatriotes. Finalement, le chef de la police comprend que ce mur de silence ne s'effacera que lorsque le criminel sera définitivement découvert et sa culpabilité clairement démontrée. Alors il a une idée. Il demande à un policier yougoslave d'enquêter officieusement dans la famille de Vera dans son village du fin fond de la Serbie, un village qui s'appelle Župljana, un autre monde. Et c'est une idée lumineuse, car quelques semaines plus tard, le policier fait parvenir le télégramme suivant dont je reproduis à peu près les termes. Vera s'est rendue à Noël 73 avec son mari dans sa famille. Elle a confié sous le sceau du secret à sa sœur aînée qu'un ouvrier yougoslave qui travaille dans la même usine et habite à proximité a tenté de l'aborder sexuellement, qu'elle l'a rapporté à son mari, que les 2 hommes se sont battus et que l'ouvrier en question a été blessé. Elle a également confié à sa sœur que depuis, elle craignait terriblement cet homme au point qu'elle avait peur qu'il attente à sa vie. Elle ne voulait pas que son mari sache qu'elle vivait dans cette crainte, mais par moments, elle songeait au suicide et, avait-elle déclaré, c'est écrit en toutes lettres dans le télégramme, « Si je meurs, tout le village doit savoir pourquoi ». Dès la réception de ce télégramme, Jury est mis en état d'arrestation. Mais, et c'est là que ce dossier mérite d'être considéré comme extraordinaire, le clan des Yougoslaves n'en demeure pas moins silencieux. Ce silence va tellement loin, si j'ose ainsi m'exprimer, que des personnes originaires du même village que Jury prétendent ne pas le connaître. D'autres, qui ont joué presque journellement aux échecs avec Jury, disent ne l'avoir jamais vu. Enfin, n'est-il pas extraordinaire que Stepan lui-même, qui dès le premier jour a considéré Jury comme l'assassin de sa femme, n'en ait pas fait part à la police? Quant à la femme de Jury, elle maintient toujours aussi formellement son alibi, de sorte que la police est impuissante. Aucune autre issue que de démentir l'alibi de Jury et convaincre sa femme de mensonge. Heureusement, il existe, dans le chef-chat, de petites écluses qui permettent de régulariser la profondeur de l'eau.
Ces écluses se trouvent à 100 mètres en amont et en aval de l'endroit où a été retrouvé le sac en plastique. La police parvient à abaisser le niveau à 25 cm. Et on sort finalement de l'eau une paire de bottes en caoutchouc correspondant au moulage relevé sur le chemin. Alors le chef de la police use d'un stratagème. Il prétend à la femme de Jury que l'analyse de la sueur que contiennent les bottes prouve qu'elles appartenaient à son mari. Le stratagème est inutile, la femme n'en croit pas un mot et maintient son témoignage. Alors les policiers se relaient chez elle, empêchant qu'elle ait le moindre contact avec ses compatriotes, l'interrogeant sans cesse. Ils lui jouent une comédie destinée à lui faire croire petit à petit que ses compatriotes se désolidarisent, puis condamnent son silence, et enfin, que ses compatriotes avouent qu'ils ont toujours soupçonné Jury. C'est bien entendu complètement faux. On saura plus tard qu'ils ont toujours su, comme Stéphane, que Jury était l'assassin, mais ils gardent le silence jusqu'au bout. Cependant, la femme de Jury dupe cette fois de la comédie des policiers et, se croyant abandonnée, avoue la vérité. Oh, mais par paliers. D'abord, elle reconnaît être rentrée à la maison avant son mari. Celui-ci ne serait venu que lorsqu'elle dormait déjà. Puis, pressée de questions, elle avoue qu'elle ne dormait pas encore. Son mari est rentré avec des habits trempés. Il se serait complètement changé et aurait emporté ses effets mouillés. Il s'agissait de vieux vêtements usagés dont ses collègues n'avaient plus le souvenir. Finalement, elle reconnaît que son mari lui a confié qu'il avait tué Vera et qu'elle devait répondre, si on l'interrogeait, qu'il dormait lorsqu'elle était rentrée et qu'il n'était pas ressorti de la nuit. De son côté, Jury, lorsqu'il sut que sa femme avait avoué, ne révéla la vérité que bribe par bribe. Il fallut retrouver ses vêtements dans un vieux puits, puis prouver qu'ils étaient tachés du sang de Vera pour qu'il accepte d'avouer qu'il avait tué celle-ci dans un moment de colère, ayant été frappé par elle alors qu'ils se croisaient sur le chemin. Il fallut prouver qu'elle ne s'était pas approchée de lui, et qu'elle avait même tenté de fuir, pour qu'il admette que c'est lui qui l'avait agressée. Il fallut prouver qu'il avait une barre de fer à la main pour qu'il reconnaisse la préméditation, etc., etc. Enfin, il fallut l'autopsie pour prouver qu'il s'était acharné sur elle et l'avait finalement noyée. La cour d'assises a condamné le 7 mars de l'année dernière Jury à 18 ans de travaux forcés. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.